et bon réveil. Merci d'être avec nous sur i24 News. C'est le morning à la une de l'actualité. 14e jour ce jeudi d'une vague terroriste contre Israël. Après une journée relativement calme hier, 2 nouveaux attentats dans la soirée à Jérusalem. Une femme âgée de 70 ans blessée dans une attaque au poignard. Dans un discours à la nation, le président palestinien accuse Israël d'avoir tué de sang-froid un jeune palestinien âgé de 13 ans. La réponse israélienne, vous allez le voir, ce sont ces images, la course folle, course meurtrière du jeune terroriste, couteau à la main. Le cabinet du Premier ministre précise que le jeune en question est toujours en vie et soigné dans un hôpital israélien. On s'arrête ce matin sur ce narratif palestinien déjà utilisé. Ahmad Manasra, nouveau Mohamed Al-Doura, décryptage dans un instant. Et puis la pression internationale commence à s'intensifier pour la première fois depuis le début de cette crise. Eh bien, Washington parle d'un usage excessif de la force de la part d'Israël. John Kerry est attendu dans la région. Les Israéliens, eux, continuent de vivre dans la peur, mais tentent de s'organiser. L'obtention d'un permis pour porter une arme est désormais facilitée. Et les sociétés de sécurité sont prises d'assaut pour obtenir les services de gardiens un peu partout dans le pays. Enfin, face à cette situation, on tente ce matin de prendre un peu de recul. Quand et pourquoi cette escalade a-t-elle démarré? Les gouvernements israéliens et palestiniens ont-ils pris la mesure des événements? Analyse dans quelques instants. Bienvenue à tous. La vague d'attentats se poursuit donc en Israël et c'est bien Jérusalem qui continue d'être visée. 2 nouveaux attentats dans la soirée hier. Une femme âgée de 70 ans a été blessée dans une attaque au poignard. Océane Nicole. Toujours pas de retour au calme pour Jérusalem. Nouvelle attaque à l'arme blanche ce mercredi en fin de journée. Près de la gare routière de la ville, une femme de 65 ans a été poignardée. Le terroriste âgé de 23 ans a été abattu par les forces de sécurité israéliennes. Il était originaire de Jérusalem-Est. L'homme était déjà fiché par la police. Entre 2012 et 2015, il avait été emprisonné pour des activités terroristes. À une heure de forte influence dans ce quartier de Jérusalem, les témoins sont sous le choc. J'ai vu, je marchais pour aller chez le médecin et j'étais à la Tachana Merkazit à Jérusalem, la gare centrale, et j'étais sur le trottoir et je vois arriver un homme devant moi qui avait l'air tout à fait, entre guillemets, normal, 20-25 ans, et je regarde ses mains et je vois qu'il tire un couteau de sa poche et qu'il s'avance vers moi. J'ai sauté immédiatement sur la route et j'ai hurlé « Help !» terroriste en hébreu, « Mechabel, Mechabel !» Les gens commençaient à lui courir après, moi aussi. Un peu plus tôt dans la journée, 2e attaque au couteau dans la vieille ville, cette fois à Jérusalem-Est. Un homme a tenté de poignarder un agent de sécurité israélien. L'assaillant a tout de suite été abattu par la police présente sur place. L'homme a été identifié, âgé de 20 ans, il était originaire de Revron. Depuis le début du mois d'octobre, les attaques au couteau se multiplient dans le pays. La police israélienne est sur le qui-vive, notamment à Jérusalem. Alors même si le nombre d'attaques a diminué relativement hier, eh bien le climat est toujours très lourd à Jérusalem où les mesures de sécurité ont été renforcées. Reportage de nos équipes sur place avec Joseph Emmanuel. Voici la réponse du gouvernement israélien aux attaques d'une rare violence qui frappait Jérusalem ce mardi matin. Les 2 terroristes venaient de ce quartier arabe de Jérusalem-Est, Djabel Moukabar. Les automobilistes palestiniens seront désormais contrôlés, en tout cas ceux qui voudront se rendre du côté ouest de la ville. Certains habitants comprennent. Ça ne me dérange pas, aucun problème. Et d'autres ne comprennent pas. C'est très humiliant pour nous, les Arabes. C'est compliqué, on ne sait pas ce qui va se passer, nous n'avons rien fait. Et ils ferment tout, regardez, ils font des contrôles d'identité. Côté ouest de Jérusalem, si certaines voix s'élèvent pour décrier une séparation de la ville sainte, rares sont ceux qui s'opposent à ces contrôles. Les 2 attaques de mardi ont coûté la vie à 3 Israéliens, des attaques particulièrement barbares. L'opinion publique est choquée. Chaque citoyen doit avoir une arme ou quelque chose, car ils attaquent l'homme de la rue, donc on doit se protéger. Mais la détention d'armes à feu est très encadrée en Israël. Certains s'arment alors comme ils le peuvent. Celui-ci est vraiment très bien. Face à cette nouvelle forme de terrorisme, le gouvernement a décidé de renforcer la présence militaire. Les barrages de police se multiplient et l'objectif est simple,
intervenir le plus rapidement possible en cas d'attaque au couteau. Voilà, et c'est dans ce contexte, je vous le disais, que le président palestinien a accusé hier Israël d'avoir tué de sang-froid un jeune palestinien âgé de 13 ans. La réponse israélienne, la diffusion par la police des images de la course meurtrière de ce jeune terroriste, couteau à la main. Le cabinet du Premier ministre s'est d'ailleurs empressé de préciser que le jeune en question est toujours en vie et soigné dans un hôpital israélien. Myriam Aman. Ahmad al-Manasra serait-il le nouveau Mohamed al-Doura? La photo du Palestinien de 13 ans neutralisé par les forces israéliennes après avoir poignardé un garçon israélien du même âge circule sur les réseaux sociaux. Mercredi soir, le président de l'autorité palestinienne s'est emparé de cette image pour en faire un symbole. Nous ne céderons pas face à la force brutale, à l'occupation et à l'agression menée par le gouvernement israélien et ses colons qui pratiquent le terrorisme contre notre peuple et nos lieux saints et exécutent nos enfants comme ils l'ont fait pour le petit Ahmed Manasra et d'autres. Mahmoud Abbas accuse donc Israël d'exécuter des enfants palestiniens. Le Premier ministre israélien a tenu à répondre dans un communiqué aux accusations du président palestinien, rappelant qu'Ahmad al-Manasra n'était pas mort. L'adolescent est grièvement blessé mais bien vivant. Il est soigné en ce moment dans un hôpital israélien. Le même où est soigné le garçon israélien de 13 ans qu'il a tenté de tuer. La famille de al-Manasra et de son cousin, co-auteur de l'attentat de Pisgat Ze'ev le 12 octobre dernier, réfutent la possibilité qu'il soit impliqué dans une attaque. Mais la police israélienne a décidé de diffuser les images de vidéosurveillance. Sur ces images, on voit les deux Palestiniens marcher calmement dans la rue. Puis les deux jeunes réapparaissent armés d'un couteau. Ils tentent de tuer un premier passant qui parvient à les semer. L'homme est pourtant grièvement blessé. Les deux cousins poursuivent leur périple meurtrier, armes toujours visibles à la main. À cet instant, un jeune adolescent israélien sort d'une épicerie et reprend son vélo. Il est violemment projeté au sol et poignardé par les deux adolescents. Blessé au cou, la victime est transférée à l'hôpital dans un état critique. Il lutte toujours pour sa vie. Sur les dernières images, on voit l'un des deux terroristes se jeter couteau levé vers les forces de l'ordre, qui ouvrent le feu. Les deux Palestiniens sont neutralisés. Ces images laissent peu de doute à la police israélienne sur les intentions des deux adolescents. Et on s'arrête un instant ce matin sur ce narratif palestinien déjà utilisé par le passé. Les forces de l'ordre israéliennes qui tueraient de sang-froid un enfant palestinien est un scénario désormais connu. Ahmad Manasra, c'est le nom de ce jeune palestinien. Est-il le nouveau Mohamed al-Doura? Myriam, c'est ce que sont en train de faire les Palestiniens? Absolument, et c'est ce qu'est en train de faire en tête de liste Mahmoud Abbas dans ce discours préenregistré de 6 minutes et demie avec aucun appel au calme. Et puis la répétition de ce qui est aujourd'hui un mensonge prouvé et affirmé. On a eu d'abord le communiqué de l'hôpital où est soigné ce jeune terroriste de 13 ans dans un état sérieux, tandis que sa victime, lui, est toujours entre la vie et la mort et que sa deuxième victime est toujours également dans un état sérieux. Binyamin Netanyahou l'avait également affirmé lors de son discours, il l'a répété lors d'un communiqué. Et ce choix de Mahmoud Abbas, ce choix du mensonge et de l'incitation à la haine dans un discours officiel qui était extrêmement attendu, car une occasion en or pour un nouvel appel au calme aux Palestiniens, et bien c'est à nouveau une occasion manquée. C'est également la preuve d'une incitation à la haine institutionnalisée tant dans les médias palestiniens que dans le gouvernement palestinien. Mahmoud Abbas, dans son discours d'hier, a fait d'un certain côté, selon plusieurs analystes israéliens aujourd'hui, le choix de la lâcheté politique. Or, justement, ce jeune terroriste de 13 ans, eh bien, c'est une génération qui était l'exacte conclusion d'un leadership palestinien dans lequel plus personne de cette population ne se reconnaît. Ce jeune garçon de 13 ans, ce jeune terroriste qui est passé à l'acte avec un couteau à la main contre un enfant de 13 ans et un autre jeune homme de 25 ans, eh bien, il est le signe d'une population palestinienne qui ne se reconnaît plus dans son leadership, qui ne répond plus non plus aux ordres d'organisations terroristes qui leur ont trop menti, mais également le signe d'une éducation, le produit d'une incitation à la haine et d'un mensonge récurrent contre lequel le leader palestinien vient une fois de plus de montrer qu'il ne compte pas se battre. Merci Myriam. Voilà, et on tente de comprendre quel est le climat ce matin à Jérusalem. On prend la direction de la lisière entre deux quartiers, un quartier juif et un quartier arabe. On va vous retrouver Mathias Inbar. Mathias, ce matin, est-ce que le bouclage en quelque sorte de ces quartiers continue? Est-ce qu'il y a des barrages toujours à la lisière de ces quartiers?
Écoutez, nous sommes, Barbara, bonjour, dans le quartier, à l'entrée du quartier de Ras El Hamoud. C'est de ce quartier que provenait le terroriste qui a poignardé hier une femme de 72 ans à la gare centrale de Jérusalem. Il avait été emprisonné pour activité terroriste entre 2012 et 2015. Et ici, tout le monde le connaissait, tout le monde le soutenait. Et ici, les regards sont particulièrement enragé, je dois le dire, en direction des policiers que vous voyez derrière moi, parce que ce quartier n'est pas bouclé, mais il y a bien des barrages filtrants en contrebas. Il y a des blocs de béton, ici des gardes policiers, mais il n'y a pas de bouclage. Le quartier n'est pas hermétique, on peut rentrer et tout à fait sortir ce matin en direction d'un côté de l'Armona Native, c'est-à-dire en passant par le quartier de Silouane, de l'autre côté en rejoignant la vieille ville. Vous voyez sans doute derrière moi la mosquée derrière et la vieille ville de Jérusalem. Mathias, est-ce que le calme relatif de la journée d'hier est à attribuer à ces contrôles mis en place ? Difficile de parler ici de calme relatif, Barbara, parce qu'en effet, une seule personne provenait de ces quartiers. Mais force est de constater qu'on ne peut pas contrôler toutes 37% de la population de Jérusalem. 37%, ce sont les Arabes israéliens et palestiniens qui vivent ici dans ces quartiers à Jérusalem. On l'a vu hier, une personne venait de Ras El Hamoud et pourtant les blocs de béton avaient été déployés ici. Alors oui, effectivement, il y a un calme relatif. Non, c'est impossible de contrôler totalement, hermétiquement, tous les accès à la ville de Jérusalem. Merci à Mathias depuis Jérusalem. Et puis dans ce contexte, à noter que la pression internationale commence à s'intensifier. Pour la première fois depuis le début de cette crise, Washington parle d'un usage excessif de la force de la part d'Israël. Je vous propose d'écouter le porte-parole du département d'État américain. Je pense que vous allez me demander, est-ce que vous considérez ça comme un acte terroriste? Et ma réponse est oui. Certes, les individus des deux côtés de cette division sont coupables d'actes de terrorisme. Nous avons certainement vu des rapports d'activité de sécurité qui, vous le savez, pourraient indiquer l'utilisation excessive de la force. Encore une fois, nous ne voulons pas voir ça. Nous ne voulons pas voir ça dans notre propre pays. Donc oui, notre pays est préoccupé par cette situation. Bonjour Emmanuel Navin, vous êtes professeur de relations internationales. On va regarder immédiatement des images, sans doute celles qui ont fait réagir le département d'État américain. Voilà, c'est cette première tentative d'attentat hier à Jérusalem. Ce jeune Palestinien de la ville de Hebron tente d'attaquer au poignard des soldats et il se fait abattre par les forces de l'ordre présentes sur place. Cette déclaration du département d'État, quelques jours avant l'arrivée de John Kerry dans la région, augure de quoi? De la crétinerie du département d'État. Comment peut-on faire de telles déclarations lorsque Israël est attaqué depuis 2 semaines, les citoyens israéliens sont attaqués depuis 2 semaines par des terroristes sanglants avec des couteaux, et que le gouvernement ne fait que faire son devoir, la police ne fait que faire son devoir, à savoir protéger les citoyens. Le gouvernement américain ferait exactement la même chose et il serait sans doute même beaucoup plus ferme. Et par conséquent, ce genre de déclaration est complètement déplacée, incompréhensible et choquante. Ce n'est pas une prise de position politique, c'est de la crétinerie, vous le répétez? En ce qui concerne cette déclaration précise, je maintiens ce que j'ai dit. En ce qui concerne les déclarations de John Kerry qu'il a fait à l'université de Harvard, il est revenu ensuite, enfin son porte-parole est revenu là-dessus. Justement, on va s'arrêter sur cette autre déclaration. La veille de John Kerry, le secrétaire d'État américain, a mis sur un pied d'égalité les violences et les constructions dans les territoires palestiniens comme un frein à une solution à 2 États. Écoutez, John Kerry, on écoute votre commentaire juste après. À moins qu'il y ait des progrès, la solution à 2 États ne sera plus possible. Il y a eu une augmentation massive des colonies au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, vous avez cette violence parce qu'il y a une frustration qui grandit. Et une frustration chez les Israéliens qui ne voient aucune évolution. Donc je regarde toute cette situation et cette frustration qui pourrait exploser. Et je prie et j'espère que ce ne sera pas le cas. Mauvaise grille de lecture de John Kerry là aussi? Il reprend mot pour mot la propagande palestinienne, à savoir qu'il s'agit du résultat d'une frustration. Ce qui est faux, bien entendu. C'est le résultat d'une incitation à la haine.
d'un appel au meurtre à cause de la soi-disant profanation de Al-Aqsa par les dirigeants du Hamas, par les dirigeants du mouvement islamique israélien, par les dirigeants de l'OLP et à sa tête Mahmoud Abbas lui-même. Ce genre d'incitation qui existait il y a des décennies, avant même que l'État d'Israël ne soit constitué. Et je vous rappelle également que la violence, historiquement et factuellement, les pires vagues de violence de soi-disant intifada palestinienne étaient justement au moment où il y avait des processus de négociation, où il y avait ce soi-disant horizon politique, n'est-ce pas, dont parle John Kerry. C'est là la première intifada, la deuxième intifada, où il y avait la deuxième en tout cas, où il y avait de véritables négociations, les vagues de violence pendant les années 90 après Oslo. Donc cette théorie est tout simplement fausse. Alors en attendant, les Américains remettent sur la table l'exigence d'arrêter totalement, de geler totalement et peut-être définitivement la construction dans les territoires palestiniens. C'est ce que va venir demander John Kerry à Benjamin Netanyahou? D'abord, ce n'est pas dans les territoires palestiniens, c'est les territoires C des accords d'Oslo qui sont sous souveraineté israélienne. Derrière la ligne verte. Derrière la ligne verte. Mais ce ne sont pas des territoires palestiniens, c'était des territoires avant 1967 qui étaient sous contrôle jordanien. Par ailleurs, je vous rappelle que la construction en elle-même, il n'y a pas de construction de nouveaux villages ou de nouvelles implantations. C'est uniquement des élargissements de structures qui existent déjà et dans des quantités extrêmement limitées. Et par conséquent, lorsque John Kerry parle d'augmentation de la construction, c'est faux. C'est tout simplement faux. C'est encore un mythe qu'il faut remettre à sa place. Il y a de facto un gel. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les dirigeants des communautés juives de Judée-Samarie, eux, ne cessent de se plaindre du fait qu'il n'y a pas de construction. Alors, il faut cesser avec ce mythe. Et surtout, ne pas l'utiliser comme le fait la propagande palestinienne. Mais quand ça vient du secrétaire d'État américain, c'est véritablement inquiétant. Restez avec nous, Emmanuel Navon. Face à cette situation, on tente ce matin de prendre un peu de recul dans la mesure du possible. Alors, quand et pourquoi cette escalade a-t-elle démarré? Les gouvernements israéliens et palestiniens ont-ils pris la mesure des événements? On en reparle dans un instant. Avant cela, le rappel des faits en images, signé Anthony Lesme. 3 jours continus d'affrontements. C'était il y a un mois, du 13 au 15 septembre dernier, l'esplanade des mosquées s'enflammait. Les deux camps se font face et la tension monte graduellement. En effet, depuis le début de l'année, plusieurs attaques au couteau ont déjà été perpétrées contre des soldats israéliens et des juifs ultra-orthodoxes. Le 13 septembre, un automobiliste israélien perd le contrôle de son véhicule après avoir reçu des pierres. Il décède. À partir du 18 septembre se succèdent des manifestations violentes en Cisjordanie, à Naplouse et à Hébron. De très nombreux blessés, 2 morts palestiniens dans ces 2 villes. Le discours se tend, les mesures aussi. Le président de l'autorité palestinienne parle d'une 3e intifada. Netanyahou, lui, autorise l'utilisation de balles réelles par son armée en cas de danger lors de manifestations violentes. Le 30 octobre, Mahmoud Abbas à l'ONU menace de briser les accords d'Oslo. Nous déclarons que nous ne pouvons pas continuer à être liés par ces accords et qu'Israël doit assumer pleinement toutes ses responsabilités de puissance occupante. Le lendemain, un double assassinat plonge Israël dans la stupeur. Un couple juif décède, criblé de balles près de Naplouse sous les yeux de leurs 4 enfants qui échappent par miracle à la mort. Une chasse à l'homme débute en Cisjordanie, au début Naplouse, ensuite Jenin, Ramallah. Le 3 octobre, un Palestinien de 19 ans poignarde mortellement 2 Israéliens dans la vieille ville de Jérusalem. Depuis, les attaques se multiplient, déclenchant une véritable psychose. Des dizaines de juifs israéliens sont blessés, 7 ont perdu la vie, 2 sont encore dans le coma, dont un enfant de 13 ans. Côté palestinien, hors terroriste, 15 personnes ont été tuées au cours d'opérations ou d'échauffourées avec les forces israéliennes. Mahmoud Abbas appelle désormais au calme et Netanyahou engage toujours plus de force sur le terrain. Il continue de fustiger les incitations à la haine, y compris celles, selon lui, de l'autorité palestinienne. Malheureusement, tout cela vient des incitations du Hamas, de l'autorité palestinienne et du mouvement islamiste en Israël, qui ont répandu un mensonge. Celui qu'Israël était en train d'essayer de faire changer le statu quo sur le mont du Temple. Nous sommes les garants de ces sites sacrés musulmans. Le 9 octobre, la bande de Gaza s'invite tragiquement dans le conflit. Le long de la barrière de sécurité, des manifestants viennent provoquer et forcer, selon Tsahal, les barrières de sécurité. 7 Palestiniens sont tués, des dizaines sont blessés. Le Hamas d'Ismaël Haniyeh appelle à encourager l'intifada. Mardi 13 octobre, journée noire, 5 attaques. 3 Israéliens tués à Ranana et à Jérusalem. Le gouvernement décide de fermer pour la première fois l'accès de certains quartiers de Jérusalem-Est, mais aussi de renforcer la sécurité des villes israéliennes.
Emmanuel Levon, énième cycle de violence dans ce conflit israélo-palestinien et des leaders dépassés peut-être. Est-ce que Benyamin Netanyahu et Mahmoud Abbas sont aujourd'hui en train d'être gérés par le conflit et ce ne sont plus eux qui le gèrent? D'abord, ce n'est pas un cycle, ce sont des attaques provoquées par un leadership qui incite à la haine et un pays qui se défend. Ce n'est pas un cycle. Encore une fois, il faut comprendre la source de cette violence. La source de cette violence, c'est le même mensonge que le leadership palestinien depuis plus de 90 ans propage sur la mosquée d'Al-Aqsa. C'est ce qu'a fait Hajj Amin al-Husseini dans les années 20, c'est ce qu'a fait Yasser Arafat dans les années 90 et 2000, et c'est ce que fait Mahmoud Abbas aujourd'hui, et en rajoutant, bien entendu, non seulement il incite à la haine, mais ensuite il ment en accusant Israël de tuer de sang-froid des enfants alors qu'il s'agissait d'un terroriste qui a été visé par la police parce qu'il attaquait. Il a essayé de tuer 2 enfants. Il est à l'hôpital et Mahmoud Abbas continue de mentir pour inciter encore plus à la haine. Ce n'est pas un cycle de violence, c'est une politique du leadership palestinien qui n'a pas changé depuis 90 ans, qui est irresponsable, qui est le véritable obstacle à la paix, et Israël ne fait que de se défendre. Ce n'est pas un cycle de violence. Voilà pour votre avis. Merci Emmanuel Levon d'avoir été avec nous ce matin. Et on revient précisément à présent sur le discours à la nation du président palestinien. Mahmoud Abbas s'est adressé au peuple palestinien hier soir. Dans un ton offensif, il déclare qu'Israël mène une guerre de religion, qu'Israël, on l'a dit, tue de sang-froid des enfants palestiniens et qu'Israël tente de briser le statu quo sur le mont du Temple. On écoute. Nous allons poursuivre notre combat national légitime, qui repose sur notre droit à défendre notre existence, sur la résistance populaire pacifique, sur la lutte politique et juridique. Ces derniers jours, l'agression israélienne contre notre peuple, contre sa terre et ses lieux saints n'a cessé d'augmenter. Le racisme est le visage le plus laid de l'occupation. Il menace la paix et la stabilité. Le racisme menace aussi de déclencher une guerre de religion qui brûlerait tout. Non seulement la religion, mais aussi le monde entier. Ali Wakil, notre spécialiste du monde arabe, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que ce discours de Mahmoud Abbas est une tentative désespérée, diront certains, de regagner le cœur des Palestiniens? Absolument, Barbara. Mais ce qui était intéressant, c'est que moi, de toute façon, personnellement, c'est la première fois depuis la première intifada des années 80 que j'entends Abou Mazen ne pas annuler l'option de la violence et penser qu'il peut utiliser, il peut investir cette vague de résistance populaire comme il l'a nommé. Il faut faire la différence. Abou Mazen, il parle de la Cisjordanie, il ne parle pas de ce qui se passe des vagues des terreurs qu'on voit à Jérusalem. Il parle de la Cisjordanie et du soulèvement populaire, de la résistance populaire. Abou Mazen, pour la première fois, pense que la diplomatie et la politique ne sont pas les seuls instruments à faire obliger Israël à retourner à la table de négociation. C'est un tournant, cette déclaration de Mahmoud Abbas. Est-ce que ça va enflammer la rue palestinienne? Je ne pense pas que ça va enflammer parce que ce qu'Abou Mazen a dit 3 jours avant son meeting, avant son discours dans un meeting avec les leaders locaux du Fatah, c'est qu'on veut que cette flamme se maintienne, mais on ne veut pas qu'elle s'élargisse, on veut qu'elle reste sous contrôle d'un côté. De l'autre côté, les services de sécurité palestiniens continuent à arrêter tout ce qui risque... Il y a quand même un décalage entre cette rhétorique et puis la situation sur le terrain et les actes de Mahmoud Abbas qui poursuit la coopération avec Israël. Et tout à fait, la coordination qui se maintient d'un côté, les arrestations quotidiennes que mènent les services de sécurité palestiniens contre tout ce qu'ils peuvent, selon Abou Mazen, voler l'intifada et le faire dévier dans un tournant de confrontation armée avec Israël. Mais Abou Mazen, il est un homme politique, il doit obéir un peu au sentiment de la rue. C'est pour cela il a envoyé hier un message aussi très clair à la communauté internationale, c'est qu'il faut que vous sauvez les derniers Palestiniens qui encore croient à l'option des 2 États. Mais Barbara, il faut souvenir, Abou Mazen, il souffre d'une frustration parce que du fait, il sait que ce matin, à la tête de la tension internationale, c'est toujours la Syrie et pas la question palestinienne. Donc ils doivent envoyer des cartons rouges à la communauté internationale comme si vous devez intervenir dans cette situation avant qu'elle n'explose. Merci Ali. Alors vous l'avez dit, Mahmoud Abbas s'est adressé aux Palestiniens de Cisjordanie et non de la bande de Gaza. On tente quand même ce matin de s'arrêter un instant sur le rôle qu'est en train de jouer le Hamas dans cette crise. Plutôt discret, le mouvement palestinien soutient le soulèvement, l'encourage et publie régulièrement des conseils pratiques pour s'en prendre aux Israéliens. Julien, vous nous en dites plus. Oui, donc le Hamas incite à la violence, mais ça, ce n'est pas nouveau. Il appelle à des manifestations. Vous le savez, il y a eu des émeutes à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Or, le Hamas contrôle intégralement d'une main de fer la bande de Gaza. Donc, s'il y a des émeutes à la frontière, c'est que le Hamas les a
au mieux autorisé ou voire même encouragé et directement organisé. On va voir comment le Hamas soutient ces violences. Tout d'abord avec le compte Twitter. Regardez par exemple cette caricature où on voit une sorte d'orange qui est en fait la mosquée Al-Aqsa, épluchée de l'étoile de David qui est retirée. Encore une fois, cette rhétorique qui est digne d'une guerre de religion, puisqu'il ne s'agit pas là de libérer un territoire, mais vraiment de, selon leurs mots, chasser les juifs d'Al-Aqsa. Regardez ensuite, toujours sur Twitter, cet appel à manifester. Là encore, Save Al-Aqsa. On parle une nouvelle fois de Al-Aqsa. Regardez ensuite cette liste de recommandations qui est publiée sur le site, sur le compte Twitter du Hamas. Il y en a eu plusieurs recommandations, j'en ai pris l'une d'entre elles. Augmenter les affrontements avec l'armée israélienne, étendre à tout le pays les violences, coordonner les actions entre les quartiers, intégrer tous les groupes armés. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut trouver sur différents tweets. Regardez enfin cette version des faits du Hamas, de l'attentat de vers 16h hier à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Selon eux, un mineur a été tué par les forces sionistes, c'est-à-dire par les forces israéliennes. Je vous rappelle que cette personne s'était dirigée vers les forces de sécurité et qu'elle s'était enfuie avec un couteau à la main. Alors comment comprendre, comment analyser le positionnement du Hamas dans cette crise? Écoutez, on vient de dire à l'instant que Mahmoud Abbas essaye de récupérer la popularité et de ne pas laisser le conflit lui échapper. C'est un peu la même chose pour le Hamas, parce que le Hamas n'est pas à l'origine de ces violences directement. Ce n'est pas un conflit qui est parti de la bande de Gaza. Il ne veut pas que ça lui échappe. D'ailleurs, il n'y a pas de roquettes qui sont tirées depuis la bande de Gaza directement. Ça se concentre en Cisjordanie, à Jérusalem, en Israël. Et que le Hamas a arrêté ceux qui ont... Exactement, il a arrêté les tireurs de roquettes. Donc le Hamas ne veut pas perdre la popularité de ce mouvement et avoir un peu de crédit sur ces violences. Sur cette vague, en 30 secondes, le mot de la fin sur le Hamas. Oui, Barbara, on voit que la direction palestinienne et en Cisjordanie, représentée par Abou Mazen, essaye de maintenir une flamme, mais qui ne risque pas de sortir hors de contrôle. Pareil pour la bande de Gaza, le Hamas soutient ce soulèvement, mais tant que ça ne touche pas la bande de Gaza et son pouvoir à la bande de Gaza. Et c'est dans cette division qu'il faut voir quelles seront les prochaines étapes de la direction palestinienne. On a entendu hier par la chaîne 10 israélienne que les Américains préparent un rendez-vous entre Netanyahou et Abou Mazen. Et Abou Mazen envoyait hier un message à la communauté internationale. Il faut que vous interveniez avant que ça ne soit trop tard et que ceux qui veulent tourner le conflit en conflit religieux ne nous dépassent. Merci beaucoup Ali. On continue évidemment de suivre de près cette situation. On se quitte pour un nouveau journal. Nous irons également aux États-Unis juste après, où le débat sur le contrôle des armes continue de diviser le pays. La question est en train de monopoliser la campagne électorale. Dans les deux camps, démocrates et républicains ont fait monter les enchères. Explication après un nouveau journal. Restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Ils étaient les héros de la France, frappés par les attentats de janvier dernier. Mais ils se sentent aujourd'hui totalement délaissés par la République. Plusieurs milliers de policiers ont manifesté hier à Paris devant le ministère de la Justice. Explication, Julia Galantia. La place Vendôme est noire de monde. Première fois en plus de 30 ans qu'ils manifestent sous les fenêtres du ministère de la Justice. Respect pour les policiers. Réunis à l'appel de l'ensemble des syndicats de policiers, tous corps confondus, ils dénoncent la rupture entre police et justice et protestent contre des décisions de justice qu'ils jugent incohérentes. Aujourd'hui, on se sent les oubliés de la République après avoir été les héros. C'est-à-dire que depuis le mois de janvier, il y a eu beaucoup de paroles, des belles paroles qui sont touchantes et qu'on apprécie à leur juste valeur, mais il y a eu peu d'actes. Donc aujourd'hui, ce que réclament les policiers, ce sont des actes sur des perspectives d'avenir pour la police et les policiers et des actes sur une modification de la politique pénale. Si la colère gronde depuis des mois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la fusillade au cours de laquelle l'un des leurs a été grièvement blessé le 5 octobre en Seine-Saint-Denis par un braqueur en cavale et fiché. Lors d'un discours devant les forces de l'ordre, Bernard Cazeneuve tente l'apaisement. Je veux vous redire la conscience très profonde qui est celle du gouvernement de prendre toute disposition pour que les dysfonctionnements qui ont pu être constatés soient corrigés. Et nous ne gagnons rien, jamais, à opposer la grande maison qui est la nôtre et qui porte des valeurs républicaines et protège les Français à d'autres maisons dont la mission est identique. Devant cette mobilisation exceptionnelle, le Premier ministre souhaite faire taire les mauvaises langues avec plusieurs chiffres.
En 2014, 48 481 permissions de sortie ont été accordées, soit 22% de moins qu'en 2010. Et le taux de fuite en permission oscillerait autour de 0,5% depuis des années. L'ancien ministre de l'Intérieur annonce de nouvelles mesures pour calmer la colère des policiers. Il y a des dysfonctionnements, il faut les corriger. Nous entendons donc la colère des policiers. Nous entendons leur malaise. Mais il ne peut et il n'y aura jamais de rupture entre la police et la justice. Le chef du gouvernement a donc annoncé 10 mesures de simplification de la procédure pénale, à commencer par la gestion de la garde à vue et 3 mesures concernant les armes lourdes, dont un relèvement de 3 à 5 ans des peines encourues. Le président François Hollande recevra les syndicats de police et de justice la semaine prochaine. On reste en France avec la polémique du moment, celle qui enflamme les réseaux sociaux et la classe politique depuis 24 heures suite à la décision de la SNCF d'offrir les frais de réservation aux migrants. Eh bien la droite et l'extrême droite se sont enflammés sur Twitter. Rudy, vous avez les tweets. Oui, alors avant de vous parler de la polémique et de surtout ce qu'elle révèle, on va préciser un petit peu, rappeler de quoi il s'agit. Alors sachant que le transport des migrants se fait généralement en groupe, donc avec beaucoup de monde, la SNCF a donc pris des mesures pour faciliter le transport de ces populations dans les trains de la compagnie. Alors parmi ces mesures, il y a la gratuité des réservations et non pas des billets. Pourquoi ? Eh bien pour faire en sorte que tout le monde ait une place assise et donc pour encourager ce phénomène et donc éviter évidemment une pagaille. Alors les frais de réservation, ça va généralement entre 2 et 10 euros selon la distance et donc voilà, en les offrant, la SNCF souhaitait apporter une solution. Mais il n'en fallait pas plus pour que l'extrême droite s'engouffre tout de suite dans la brèche et parle donc de billets gratuits pour les migrants. On va voir, voilà, on va voir le premier tweet, c'est Marion Maréchal Le Pen, les autres avant les nôtres, pour les migrants, le train c'est gratuit. Pour Robert Ménard, toujours avec son sens de la formule et de la mesure, pourquoi pas le restaurant à vie. Quant à Marine Le Pen, elle nous gratifie vraiment d'une lettre ouverte à Guillaume Pépi en lui demandant solennellement de s'expliquer devant les Français pour l'usage du train gratuit, d'une telle décision, mais en fait qui n'est qu'une toute petite décision. Voilà, Guillaume Pépi qui s'est vu dans l'obligation de répondre, enfin d'expliquer finalement. Oui, il a très vite hier éteint la polémique en s'adressant à l'AFP. Il a dit que tous les migrants voyageaient en quasi-légalité, qu'il n'y avait aucun problème avec les titres de transport. Et puis surtout, il a révélé que seulement 4 réservations gratuites ont été faites. Mais au lieu d'être une tempête dans un verre d'eau, eh bien l'affaire est arrivée jusqu'à l'hémicycle hier lors des questions au gouvernement. Manuel Valls a dû s'expliquer sur la question. Aucune instruction n'a été donnée à la SNCF de relâcher ce contrôle. Bien au contraire, tout voyageur doit être muni d'un titre de transport et tout le monde est soumis à la même procédure de contrôle à bord des trains, migrants inclus, bien évidemment. Donc cette information n'a pas de sens et ne croyez pas tout ce qui se dit, Monsieur Darmanin, dans la presse. Voilà, autre déclaration politique à retenir, celle de Xavier Bertrand. Oui, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a 2 semaines, ici même, on commentait le second sondage donnant Marine Le Pen, présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, au premier, au second tour, avec 7 points d'avance sur celui que vous voyez, Xavier Bertrand. Eh bien, un certain Xavier Bertrand, qui donc lui aussi s'est fendu d'une lettre au patron de la SNCF, c'est-à-dire que finalement, le Parti des Républicains a la traîne dans cette région, et on sait que c'est pas tellement le style de Xavier Bertrand, eh bien essaye de marcher sur les plates-bandes du FN et court après ses voix, et c'est ça que révèle cette affaire. Merci pour ces précisions, Rudy. Direction les États-Unis à présent, où le débat sur le contrôle des armes continue de diviser le pays. La question est même en train de monopoliser la campagne électorale qui bat son plein. Dans les 2 camps, démocrates et républicains ont fait monter les enchères. Explication, c'est à Nicole. Le port d'armes est au centre des débats politiques, vivement contestés ces derniers temps par les Américains eux-mêmes et par l'opinion internationale. Les candidats misent tout. La candidate démocrate Hillary Clinton y est fermement opposée, contrairement à son rival Bernie Sanders, qui a lui voté à 5 reprises contre la loi Brady, la loi visant à réglementer les armes. Je pense qu'il faut considérer le fait que nous perdons 90 personnes chaque jour à cause des armes à feu. Ça dure depuis trop longtemps et cette fois, il est temps que le pays tout entier fasse front contre le lobby des armes. La majorité du pays soutient la vérification des antécédents et même ceux qui possèdent des armes sont d'accord.
Côté républicain, c'est un son de cloche bien différent. Le milliardaire Donald Trump est lui solidement attaché au port d'armes aux États-Unis. Il a récemment annoncé qu'il se sentait même plus en sécurité lorsqu'il portait une arme sur lui. Faisant allusion aux tueries de Newton en décembre 2012 et à la récente attaque dans l'université de l'Oregon, le candidat républicain a déclaré que si les responsables pédagogiques avaient été armés, ils auraient évité ce massacre. Son rival Ben Carson conforte son idée et va même plus loin en affirmant que la Shoah n'aurait pas existé si les Juifs avaient été armés. Donc juste pour clarifier, s'il n'y avait pas eu de loi sur le contrôle des armes à feu en Europe à ce moment-là, 6 millions de Juifs auraient-ils pu être massacrés? Je pense que la probabilité qu'Hitler accomplisse son objectif aurait été fortement diminuée si le peuple avait été armé. Barack Obama a récemment déclaré que les fusillades et les accidents d'armes ont fait plus de morts que le terrorisme. Pour l'année 2015, 10 373 personnes sont mortes lors de fusillades aux États-Unis. Bonjour à David Benaïm, notre correspondant aux États-Unis. Est-ce que le débat, on l'a vu, ultra présent autour de cette question du contrôle des armes est en train de faire évoluer les mentalités dans le pays ? Pour l'instant, il est difficile de dire si les mentalités évoluent. Par contre, le débat est plus vivant que jamais. Il est certain que les arguments de part et d'autre se font largement entendre. On assiste à un clivage évident entre le camp démocrate et républicain. Chez les démocrates qui ont débattu en profondeur sur ce sujet mardi soir lors de leur débat sur CNN, on se prononce pour un contrôle plus strict lors de l'achat d'une arme à feu, étendu à une enquête sur le passé de la santé mentale de l'acheteur pour éviter le plus possible ces tueries de masse qui ne cessent de faire la une de l'actualité. Entre Hillary Clinton et son challenger Bernie Sanders, une grosse différence les partage. Clinton veut changer la loi pour permettre aux victimes d'homicide d'attaquer en justice les fabricants d'armes et les revendeurs, alors que Sanders reste plus conservateur. Chez les républicains, le message est toujours le même. Plus d'armes permettrait d'arrêter plus efficacement ces attaques. Ils proposent d'armer les profs sur les campus, les instituteurs dans les écoles, les prêtres dans les églises. On est vraiment loin de trouver un compromis qui permette aux mentalités d'évoluer dans la même direction. Voilà, le débat se poursuit. Est-ce que cette division de l'Amérique autour de cette question est aussi, David, une division géographique? Selon les États, on est majoritairement pour ou majoritairement contre? Oui, la division est clairement géographique. C'est l'héritage de la tradition de chaque État qui est à chaque fois remise en question. Il faut toujours avoir en tête que les États-Unis, ce sont 50 États avec chacun son histoire et sa culture. Un habitant du Texas n'a pas grand-chose à voir avec un résident de Boston. Pourtant, les États qui ont de longues périodes où le port d'armes faisait partie intégrante de la culture, comme en Californie, du temps des grandes migrations et de la ruée vers l'or, jusqu'au début des années 80, les mentalités ont évolué, les lois se sont durcies. Aujourd'hui, il est interdit de porter une arme dans les rues de Los Angeles ou de San Francisco. Et l'État se retrouve au rang des meilleurs élèves au nombre de morts par balle par habitant. Donc il reste de l'espoir. Avec des lois plus strictes, la situation peut tout à fait évoluer. Merci pour ces précisions, David. Depuis New York, et puis à moins de 2 mois de la conférence sur le climat à Paris, les initiatives écologiques se multiplient. Grande-Synthe, ancienne cité dortoir, créée pour la sidérurgie, et Los Angeles, ex-ville minière, sont devenus des laboratoires du développement durable, avec de nombreuses initiatives innovatrices. Regardez. De l'énergie solaire dans le nord de la France, malgré le manque de soleil, c'est bien possible. Un peu de lumière suffit, selon Xavier Calins, qui a installé ses panneaux à Los Angeles, dans l'ancien bassin minier. La plateforme LumiWatt a été installée en fait sur un ancien site exploité par les mines, un site non constructible, avec une vocation de pouvoir démontrer face aux plus hauts territoires d'Europe ce que c'est l'énergie renouvelable de demain. Malgré la crise et un taux de chômage élevé, plusieurs villes du Nord-Pas-de-Calais ont fait du développement durable leur cheval de bataille. À Los Angeles, ville de 7000 habitants qui a subi l'arrêt des mines à la fin des années 80, la mairie ne lésine pas. L'ancien carreau de fosse abrite une pépinière d'entreprises vertes, des panneaux photovoltaïques ont été placés sur l'église et des légumes en libre service poussent en face de la mairie. Jean-François Caron, maire depuis 2001, a réussi à faire passer ses idées dans une ville pourtant sans tradition écologiste. Notre vision, c'est de la ville non durable, qui était celle du charbon, passer à la ville durable, qui va respecter les hommes et qui va respecter l'environnement, tout en créant de l'activité et du développement, puisqu'on a plein de chômage ici. 100 km plus au nord, Grande-Synthe, ancienne cité dortoir créée pour la sidérurgie, est aussi en pleine révolution verte. Exit les longues barres d'immeubles, remplacées par des écoquartiers. La ville compte 60% de logements sociaux, à leurs pieds, des jardins partagés. Nichée à l'ouest de Dunkerque, Grande-Synthe compte près de 25% de chômeurs.
Quand on soigne l'environnement, c'est aussi pour leur offrir un environnement de qualité avec les difficultés sociales. Quand on offre de l'alimentation bio aux enfants de l'école, c'est prendre soin de la santé des enfants qui sont justement dans la difficulté. Quand on fait des logements basse consommation ou passifs, c'est pour réduire la facture énergétique de ces familles-là. Donc à chaque fois qu'on mène une action dans un domaine, il y a l'environnement qui est concerné, mais il y a aussi surtout le social dans un premier temps. Grande-Synthe et Los Angeles sont aujourd'hui des exemples. Pendant la conférence COP21 sur le réchauffement climatique en décembre, des délégations officielles visiteront ces deux villes pilotes. Et malgré ce genre d'initiative, on se pose une question ce matin. Pourquoi les politiques contre le réchauffement climatique ne marchent pas? Selon certains, la faute revient au charabia scientifique des rapports à la veille donc de cette fameuse COP21 à Paris. Un rapport pointe du doigt le vocabulaire incompréhensible des synthèses du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Betsabé. Oui, alors vous ne comprenez rien au réchauffement climatique, eh bien rassurez-vous, c'est complètement normal, de plus en plus incompréhensible, inintelligible pour le grand public, mais aussi pour les décideurs politiques. Vocabulaire trop pointu, phrases bien trop longues, des rapports et même le résumé qui sont publiés tous les 5 ans, qui sont si difficiles à comprendre. Qui peut-on lire? Il faut un doctorat minimum pour en saisir les recommandations. Alors un manque de clarté qui serait donc responsable en fait des lacunes décisionnelles en matière de climat. Alors ces conclusions nous viennent de la Cage Business School, l'école de management de Bordeaux, et l'étude a été publiée, vous le voyez, dans la revue américaine Nature. Alors, vous avez des exemples de ce charabia? Alors, par exemple, les scénarios de réchauffement de la planète, soit les RCP, Representative Concentration Pathway, ou trajectoire représentative de concentration en français, des scénarios qui vont donc du RCP 2.6 au scénario RCP 6 et RCP 8.5, et je vous passe le taux de forçage radiatif qui va avec. Alors, en fait, ces hypothèses ont simplement trait à l'influence de l'homme sur le climat. En gros, plus le nombre est élevé, plus le nombre de composants ajoutés dans l'atmosphère est important, et donc, vous l'aurez compris, plus la Terre se réchauffe. Bon, le bémol, le GIEC aurait compris quand même que c'était un petit peu difficile de le comprendre, et il serait en train même de plancher pour rendre ces comptes rendus un peu plus accessibles pour nous aussi, pour les journalistes. De les vulgariser, comme on dit. Pendant ce temps, Betsabé, des initiatives plus à la portée du grand public, plus compréhensibles, se multiplient un peu partout. Exactement. Alors, toutes sortes d'histoires comme cet écologiste, alias Poubelleman, qui, muni d'un chapeau de paille et d'une poubelle à roulettes, et oui, a traversé la France du sud vers Paris pour analyser les déchets qui se trouvaient sur son chemin. Vous avez aussi cette application qui s'appelle Engagé au quotidien. Ça se passe à Marseille et elle permet de signaler aux services concernés via un smartphone ou une tablette un vieux matelas qui traînerait par terre ou une poubelle ouverte en bas de la rue. Un cliché, et puis vous obtenez une intervention. Alors, ces initiatives sont plus simples à comprendre, plus médiatisées, cela dit, pas forcément plus productives en termes de réchauffement climatique. Ouais, bien pas sûr. forcément plus efficace. Merci Betsabé pour ces explications. On se quitte pour un nouveau journal à suivre. Dans le Morning, nous reviendrons sur la situation en Israël, et vous allez le voir, la population continue de vivre dans la peur, mais tente de s'organiser. L'obtention d'un permis pour porter une arme est désormais facilitée. Le détail après un nouveau journal qui vous est présenté par Daniel Atlan. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On continue de commenter la situation en Israël. 14e jour ce jeudi de cette vague terroriste. Après une journée relativement calme hier, de nouveaux attentats dans la soirée à Jérusalem. Une femme âgée de 70 ans a été blessée dans une attaque au poignard. Océane Nicole. Toujours pas de retour au calme pour Jérusalem. Nouvelle attaque à l'arme blanche ce mercredi en fin de journée. Près de la gare routière de la ville, une femme de 65 ans a été poignardée. Le terroriste âgé de 23 ans a été abattu par les forces de sécurité israéliennes. Il était originaire de Jérusalem-Est.
L'homme était déjà fiché par la police. Entre 2012 et 2015, il avait été emprisonné pour des activités terroristes. À une heure de forte influence dans ce quartier de Jérusalem, les témoins sont sous le choc. J'ai vu, en fait, je marchais pour aller chez le médecin et j'étais à la Tachana Merkazit à Jérusalem, la gare centrale, et j'étais sur le trottoir et je vois arriver un homme devant moi qui avait l'air tout à fait, entre guillemets, normal, 20-25 ans, et je regarde ses mains et je vois qu'il tire un couteau de sa poche et qu'il s'avance vers moi. J'ai sauté immédiatement sur la route et j'ai hurlé « Help, terroriste » en hébreu, « Mechabel, Mechabel ». Les gens commençaient à lui courir après, moi aussi. Un peu plus tôt dans la journée, deuxième attaque au couteau dans la vieille ville, cette fois à Jérusalem-Est. Un homme a tenté de poignarder un agent de sécurité israélien. L'assaillant a tout de suite été abattu par la police présente sur place. L'homme a été identifié, âgé de 20 ans, il était originaire de Revron. Depuis le début du mois d'octobre, les attaques au couteau se multiplient dans le pays. La police israélienne est sur le qui-vive, notamment à Jérusalem. Et au cœur de ce conflit, on vient de le voir, des images encore et toujours. Elles sont diffusées en boucle sur les chaînes de télé, les réseaux sociaux israéliens et palestiniens. Souvent des images chocs, des attentats captés sur le vif via les vidéosurveillances ou les smartphones. Rudy, on revient sur les dernières vidéos chocs de ce genre de ces dernières heures. Oui, on parlait hier de psychose et d'effets négatifs que pouvaient avoir ces vidéos sur le moral des Israéliens, créent donc cet effet de psychose. Pourtant, nombreuses sont les images de vidéosurveillance qui sont diffusées, et qui dit vidéosurveillance dit images appartenant aux autorités israéliennes. Alors pourquoi justement autoriser la diffusion de ces images et les mettre à la disposition de la presse et d'Internet? Si ces images sortent, en fait, elles ne sortent pas pour rien. C'est en quelque sorte une manière de contrebalancer, corriger les vidéos faites par smartphone, envoyées sans penser aux conséquences. Deux exemples. Le plus célèbre, le plus parlant, c'est celui d'Aman al-Masra, dont les images ont déjà fait le tour du monde. On dit de lui que c'est le nouveau Mohamed Al-Doura. Donc cette vidéo prise par un Israélien de son corps agonisant ont fait le tour du monde. Alors voyant l'idée se répandre dans les réseaux sociaux et dans la presse mondiale que cet enfant a été tué de sang-froid, les autorités israéliennes n'ont pas eu d'autre choix que de diffuser des images de vidéosurveillance. Elles ne diffusent pas toutes les images, mais justement à chaque fois où cela est nécessaire, ils le font. L'enfant de 13 ans là se révèle être un meurtrier déterminé que l'on voit avec un couteau à la main poursuivre avec rage des passants pour les poignarder. Et puis depuis, évidemment, l'adolescent qui avait été annoncé comme mort par les médias palestiniens n'est pas mort. Il est soigné dans un hôpital israélien, le même hôpital dans lequel est soigné l'autre adolescent qui l'a agressé absolument. Et c'est d'ailleurs ce qu'a voulu rappeler Benjamin Netanyahou dans son discours il y a 2 jours à la Knesset. Alors ces images, on est en train de le vivre ces dernières heures, ont des conséquences diplomatiques aussi. Oui, parce que si les États-Unis ont commencé à parler d'usage disproportionné de la force de la part des forces de sécurité israéliennes, eh bien c'est en partie à cause de cette vidéo qui a été diffusée sur la chaîne MSNBC. Ça se passe porte de Damas, on voit donc c'est le terroriste courir, et là on a l'impression donc qu'il lève les bras comme pour se rendre. Alors la presse américaine a interprété ce geste comme un acte de reddition. Sauf que, effectivement, si vous arrêtez l'image sur quelqu'un avec les bras en l'air, vous pouvez le penser. Sauf qu'il se dirige, une autre image le montre, couteau à la main vers un autre soldat qui se retrouve donc agressé et en état de légitime défense. Et donc, c'est absolument pas le même sens. Et voilà les conséquences que peuvent avoir ce genre d'image, d'où l'importance pour les autorités israéliennes de donner une vision plus large des choses. Toute la séquence et non la séquence coupée. Et puis, on l'a dit, dans cette vague de violence, tout est strictement filmé par smartphone ou caméra de vidéosurveillance, le pire comme le meilleur. Oui, les Israéliens sont habitués justement à consommer ces vidéos, et au milieu de ces vidéos absolument terribles, mal filmées, qui bougent et qui montrent des moments terriblement violents, eh bien une vidéo un peu souriante est arrivée hier sur les réseaux sociaux et a fait du bien au moral des Israéliens. Regardez. Buon lavoro. يسام معقال يسام.
Voilà, comme quoi tout peut se passer dans cette vieille ville. On explique qu'on est à quelques mètres de la mosquée Al-Aqsa, de l'esplanade des mosquées, avec du mur occidental. Absolument, c'est la porte de David, donc c'est un endroit où la tension est extrêmement présente. Et ce sont des gardes frontières. Et ce sont des gardes frontières au milieu donc de cette tension, cette séquence un petit peu venue d'ailleurs. Voilà, différente par rapport aux autres séquences filmées. Merci Rudy. Alors même si le nombre d'attaques, on l'a vu, a quelque peu diminué hier, eh bien le climat est toujours très lourd à Jérusalem où, vous le savez, les mesures de sécurité ont été renforcées. On prend tout de suite la direction du quartier de Ras El Hamoud à Jérusalem-Est, quartier palestinien de la capitale où on vous retrouve Mathias Sinbar. Quelle est la situation ce matin? Est-ce que les barrages sont toujours en place? Oui, ces barrages filtrants que vous voyez derrière moi, ici nous sommes dans l'entrée du quartier de Ras El Hamoud, en tout cas de l'autre côté, là où il y a eu déjà depuis plusieurs mois des jets de pierre et des affrontements assez sérieux entre des jeunes palestiniens et des gardes frontières. Mais là, il s'agit de blocs de béton posés sur une route qui va vers le quartier de Silouan, donc en contrebas au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Et ici, certaines voitures sont contrôlées, d'autres personnes qui passent à pied également, mais il n'y a pas d'espace hermétique ici sur place. Alors Mathias, quel est l'état d'esprit des habitants sur place de ce quartier? Est-ce que ces contrôles attisent les tensions déjà exacerbées? Vous le disiez, des tensions exacerbées parce que ce n'est pas la première fois déjà qu'un terroriste sort de ce quartier pour commettre un attentat. Il faut le rappeler, celui qui a commis l'attentat au couteau hier à la gare centrale de Jérusalem où une femme de 72 ans a été blessée provenait d'ici, de ce quartier de Ras El Hamoud. Il avait déjà fait de la prison entre 2012 et 2015 pour activité terroriste. Et donc ici, il y a plutôt des regards frustrés, des regards très tendus en direction des forces de sécurité. Alors on note également une nouvelle mesure décidée par le cabinet restreint de sécurité hier pour tenter d'apaiser ces violences. Il s'agit d'écarter les prédicateurs les plus influents de la mosquée Al-Aqsa. En quoi cela consiste exactement ? Écoutez, si vous vous en souvenez, Barbara, j'ai parlé à plusieurs reprises sur le plateau d'i24 News des Morabitoun et des Morabitat. Ce sont ces groupes qui sont affiliés et financés par les frères musulmans, qui sont payés par les frères musulmans et par le front nord du mouvement islamique de Raed Salah pour envenimer la situation, pour crier, pour haranguer les policiers et également les fidèles juifs qui montent sur l'esplanade des mosquées du Mont du Temple. Eh bien, ces derniers, en tout cas les chefs de ces Morabitoun et Morabitat devront normalement être écartés, expulsés de l'esplanade des mosquées pour justement éviter qu'il y ait de nouvelles confrontations, que ces derniers haranguent la foule. Merci Mathias en direct depuis Jérusalem. Et le bilan des attaques enregistrées depuis un mois atteint les 7 morts et plus de 90 blessés, dont certains toujours hospitalisés dans un état grave. Les services de secours sont sur les dents en Israël, prêts à intervenir à tout moment. Reportage à Jérusalem, signé Maël Benoyel. Ils sont sur le qui-vive. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, ils se tiennent prêts à intervenir. Encore plus ces dernières semaines. Bienvenue au quartier général de Magen David Adom à Jérusalem. C'est ici que tout commence, depuis le premier coup de téléphone jusqu'au départ des ambulances. Nous sommes dans le centre d'appel d'urgence. Nous recevons ici tous les appels ou par téléphone ou par radio. À partir de là, nous dispatchons les équipes et les ambulances au plus vite pour donner les premiers soins dans tous les secteurs de Jérusalem. Magen David Adom ou MADA est une organisation humanitaire qui fonctionne uniquement à l'aide de dons. Cela fait 20 ans qu'Ilan est secouriste pour le service d'urgence israélien. Même s'il réfute pour l'instant la comparaison, les souvenirs de la seconde intifada ne sont pas très loin. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail ces derniers temps. C'est vrai que ça nous rappelle des souvenirs, l'intensité des événements, le fait que les incidents s'enchaînent. C'est vrai que ça y ressemble, mais j'espère que ça n'ira pas aussi loin que la seconde intifada. Vérification du matériel et dernier briefing avec son coéquipier Jabbar avant d'arpenter les rues de la capitale israélienne. Notre mission au Magen David Adom, c'est d'arriver les premiers afin de sauver des vies. Et quand l'état d'alerte est au maximum, comme c'est le cas,
On tourne dans la ville comme ça, s'il se passe quelque chose, nous sommes déjà en route. Une personne en sang qui s'est fait poignarder, si tu n'arrives pas à temps, après 3-4 minutes, ça peut déjà être trop tard. Hier encore, la journée n'a pas été de tout repos pour les deux amis. 2 attentats ont eu lieu au même moment. On en parlait avec Jabbar ce matin, c'est trop, faut que ça s'arrête. Moi je suis juif pratiquant, Jabbar est arabe musulman, et bien ça fait des années qu'on vit ensemble. Nous sommes amis, nous sauvons des vies ensemble et peu importe qu'il s'agisse de juifs ou d'arabes. Par la force des choses, les 2 collègues sont même amenés à soigner les assaillants. On soigne tout le monde, même les terroristes, et quand ça arrive, je me dis qu'on est différent d'eux, que jamais je ne ferai ce qu'ils ont fait, mais ça reste une vie à sauver, donc je fais mon travail, même si c'est dur. C'est à cet endroit que ce mercredi, dans un bus, 2 hommes ont commis une attaque sanglante. Un tirant au pistolet sur les voyageurs, l'autre poignardant des innocents. Arrivés rapidement sur les lieux, Ilan et Jabbar ont fait tout ce qu'ils pouvaient. On a commencé à donner les premiers soins. Malheureusement, 2 avaient déjà perdu la vie. Nous avons fait le maximum pour emmener les blessés le plus rapidement possible à l'hôpital et en vie. Comme Ilan et Jabbar, ils sont près de 2000 à travailler pour le Magen David Adom. Ils sont aussi plus de 12 000 bénévoles répartis dans tout le pays, prêts à intervenir à n'importe quel moment pour sauver des vies. Voilà, et on vient de le voir, les Israéliens continuent donc de vivre dans la peur, mais tentent en même temps de s'organiser. L'obtention d'un permis pour porter une arme est désormais facilitée. Plus de détails avec vous, Julien. Oui, en fait, c'est une angoisse de la population qui s'est transformée en pression populaire sur le gouvernement. Et le gouvernement de Benjamin Netanyahou a été obligé de répondre. Regardez ce post Facebook publié par le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, où il a appelé, à la fin du message, il l'a marqué en hébreu, partagez-le pour que toute la population donc connaisse les nouveaux critères d'obtention du port d'arme. Cette obtention donc a été facilitée. Alors je vais vous dire ces nouveaux critères pour savoir maintenant qui est éligible au port d'arme. Vous allez voir, ça concerne beaucoup de monde. Regardez cette liste. Tout d'abord, tout officier à partir du grade de lieutenant, c'est-à-dire ça a été rabaissé, il fallait un grade plus important, sans durée minimum d'ancienneté, les soldats de service, les réservistes et les anciens soldats des unités d'élite, les civils détenteurs d'une formation au maniement d'armes des aéroports d'Israël, du Mossad et du Shin Bet, c'est-à-dire les services secrets. Et enfin, certains civils sur autorisation municipale dans les zones sensibles. Les zones sensibles, ça peut être Jérusalem, ça peut être dans les territoires de Cisjordanie, lorsque les villes juives sont entourées de villages arabes et qui sont inquiets pour leur sécurité. Donc, ils peuvent demander une autorisation. Une personne ou 2, par exemple, peut être chargée de la sécurité du village, se tourner vers la municipalité et dire, voilà, je suis le responsable de la sécurité du village, je voudrais une autorisation, et c'est la mairie qui les délivre. Donc, vous voyez, beaucoup plus de personnes maintenant peuvent obtenir une arme en Israël. Alors, pourquoi le gouvernement a décidé maintenant de légiférer? Alors je vous le disais, il y a une pression populaire, le gouvernement était obligé de répondre, et en fait en regardant les derniers attentats, évidemment souvent la police est intervenue, mais régulièrement, à plusieurs reprises, c'était des civils eux-mêmes qui se sont jetés à main nue sur les terroristes pour les empêcher. Il y a eu 2 histoires qui font sourire. Par exemple, à Ranana, un civil a pris un parapluie sur un étalage et il a attaqué le terroriste et maîtrisé le terroriste avec un parapluie. À Jérusalem, c'était un homme qui revenait d'un entraînement de karaté. Vous savez, il avait ce nunchaku, c'est pas facile à dire. Ouais. Nunchaku, merci, c'est cet instrument de karaté. Donc le gouvernement israélien veut aider la population pour qu'ils puissent mieux s'armer contre les terroristes, mais c'est également un peu un aveu d'échec du gouvernement de dire à la population qu'il va falloir compter aussi sur vous-même pour vous protéger contre les terroristes et pas uniquement sur la police. Le maire de Jérusalem a même appelé sa propre population à se munir d'armes. Le maire d'Ashdod aussi. Le maire d'Ashdod a dit ceux qui peuvent avoir une arme, prenez-les. Donc c'est un peu un aveu d'échec. Et il y a une inquiétude concernant d'éventuelles bavures, parce que plus de civils avec des armes, ça peut se terminer comme aux États-Unis. Et un dernier point, rappelez-vous qu'aujourd'hui les soldats qui ont des armes, ils savent également se défendre pour protéger l'arme, pour pas qu'on leur vole. Et souvent les terroristes essaient de voler une arme. Il n'est pas certain que les civils savent se défendre pour protéger leurs armes qu'on pourrait leur voler. Voilà, situation à risque dans ce climat sous haute tension. Merci pour ces précisions, Julien. Voilà, on va se quitter pour un nouveau journal. On se retrouvera juste après. Un nouveau point donc sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Restez avec nous, ce sera dans 2 petites minutes.
retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On poursuit avec un peu de musique. Jean-Michel Jarre, devenu, vous savez, un des parrains de la nouvelle scène électro, fait son grand retour. L'album Electronica de Time Machine sort demain. C'est le premier volet d'un double album enregistré avec plusieurs artistes. Regardez. Sa harpe laser et ses spectacles son et lumière ont fait de lui un des parrains de la scène électronique. Jean-Michel Jarre est de retour avec un nouvel album, Electronica The Time Machine, une plongée à travers 40 ans de musique électronique concoctée en collaboration avec plusieurs autres artistes. La plupart des choses sont faites ici. Ce qu'on a fait avec Air, par exemple, on a travaillé ici beaucoup, avec pas mal d'artistes. Et surtout, en fait, on voit ici des instruments qui résument assez bien le travail sur Electronica, sur cet album, qui est en fait un mélange entre la lutherie analogique du début de l'histoire de la musique électronique, comme des instruments comme celui-là. Moby ou encore 3D de Massive Attack. Au total, une quinzaine d'artistes, tous plus ou moins liés à la scène électronique, ont participé au projet. À chaque fois, des histoires, et des histoires même personnelles qui ont fait qu'il y a une raison derrière chaque collaboration. Pourquoi j'ai travaillé, je voulais avoir Pete Townshend des Who dans cet album, c'est parce que Pete Townshend, c'est le premier à avoir introduit la musique électronique dans le rock anglais, avec des morceaux comme Baba O'Reilly ou l'album Who's Next par exemple. Et toutes les séquences, les premières séquences des Who ont été faites avec ça. Mélanger le son de ces synthétiseurs d'un autre temps à celui de machines plus modernes comme l'iPad, voilà la recette surprenante de ce dernier album, dont le deuxième volet est prévu pour avril prochain. Un peu de cinéma également dans cette édition, direction Hollywood avec le dernier gros coup de gueule, cette fois de l'actrice Jennifer Lawrence. Laetitia. Tout à fait, elle a écrit une tribune engagée contre le sexisme. On le rappelle, la star a 25 ans et elle en a ras-le-bol de gagner moins que ses partenaires masculins. C'est dans un essai de 700 mots écrit pour la newsletter de Lena Dunham, l'actrice et la créatrice de la série Girls. C'est sur sa newsletter, donc lennyletter.com, que la belle oscarisée se questionne. Les femmes sont-elles conditionnées à se comporter de telle ou telle façon? Elle reconnaît d'abord qu'elle est toujours restée discrète sur les questions de féminisme, mais que lorsqu'elle a découvert à quel point elle était moins payée que les chanceux ayant, je cite, un pénis, elle a été en colère contre elle-même. Elle a d'ailleurs estimé n'avoir pas assez bien négocié ses contrats, qu'elle n'avait pas voulu passer pour une fille difficile ou encore pourri gâtée, puisque c'est en fait durant le déballage de toute l'affaire Sony, on s'en rappelle, les mails qui avaient été dévoilés au grand public pendant un énorme hacking, qu'elle s'est rendue compte en fait que ses partenaires du film American Bluff, Bradley Cooper, Christian Bale ou encore Jeremy Renner, avaient été payés pratiquement le double qu'elle. Elle a aussi exprimé qu'elle en avait assez de la façon adorable de donner son avis qu'elle était obligée de le faire pour qu'on l'aime encore plus. Elle n'en a plus rien à faire et elle pense déjà avoir travaillé assez pour pouvoir gagner l'équivalent du salaire d'un homme à Hollywood. Alors évidemment, il est difficile de s'identifier aux problèmes de Jennifer Lawrence quand on sait que c'est l'actrice qui a été le mieux payée en 2015, 46 millions d'euros. Et puis pour son prochain film Passenger, elle a quand même été payée le double que son partenaire Chris Pratt, avec 20 millions de dollars de cachet. Ça s'appelle Passengers. Voilà donc pour ce gros coup de gueule qui devrait quand même faire changer les choses un petit peu à Hollywood. D'autant que c'est pas la première actrice d'Hollywood à pointer du doigt ces inégalités en termes de salaire. Ça fait quelques mois qu'on entend beaucoup parler de cette question. Alors c'est vrai que déjà aux Oscars, on avait la performance de discours de Patricia Arquette qui gagnait l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Boyhood. Elle avait dénoncé l'inégalité des sexes qui existe encore malheureusement dans le milieu du cinéma. Et plusieurs personnalités ont supporté Jennifer Lawrence pour sa tribune sur Twitter, notamment Emma Watson, qui elle, on le sait aussi, se bat pour l'égalité des sexes en termes des salaires. Sur Twitter également, l'actrice s'est fait supporter aussi par Jessica Chastain, par Elizabeth Banks, qui dit voilà, j'adore Jennifer Lawrence, et qui propose
propose de cliquer sur le lien vers cette tribune. Les acteurs masculins soutiennent aussi l'actrice, notamment Bradley Cooper, son partenaire 2 fois à l'écran et qui va bientôt d'ailleurs la retrouver une 3e fois dans le film Joy, dont on va regarder un extrait. C'est la prochaine fois qu'on retrouvera ce couple au cinéma. On regarde. Listen to me. I'll tell you what's going to come of you. You are going to grow up and be a strong, smart young woman. Go to school. Meet a fine young man. Have beautiful children of your own. And you're going to build wonderful things. And that is what is going to happen to you. Don't ever think that the world owes you anything, because it doesn't. My name's Joy, by the way. Co-writer and franchise creator Dan Aykroyd will have a cameo role. Voilà, date de sortie, on l'a vu, le 30 décembre. 30 décembre. Voilà. On espère qu'ils seront payés le même salaire pour ce film-là. On imagine que ça a été le cas, en tout cas. Voilà. Merci Laetitia. Allez, quelques images de gastronomie à présent. Le chef étoilé français, Laurent Lemal, savoure son Bocuse d'Or et se prépare désormais à la compétition européenne. Regardez. Ça m'arrache 4 couverts, 4 menus. Dans les Pyrénées-Orientales, au restaurant La Coopérative, le service vient juste de commencer. Laurent Lemal, récent vainqueur du Bocuse d'Or, se lance dans un balai de casseroles avec des produits locaux. Quelques minutes plus tard... Ça, c'est des gnocchis de pommes de terre qu'on a glacés avec un petit bouillon de bœuf. Dessus, on met une petite écume café. Le tout agrémenté d'une tranche de jambon de Parme. Originaire du nord de la France, Laurent Lemal fait ses classes aux côtés de Bruno Cheroni, ancien adjoint d'Alain Ducasse, avant de s'installer à la coopérative et de décrocher une étoile il y a 2 ans. Le chef dirige une équipe de 5 personnes où rien n'est laissé au hasard. C'est une organisation militaire parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir faire quelque chose de propre tout le temps et de coordonner, quoi. Avec son nouveau trophée, Laurent Lemal devra représenter la France au Bocuse d'Or d'Europe au printemps prochain. Un challenge qui ne semble pas l'inquiéter. Je me dis qu'en sport, j'étais pas très doué, donc au final, j'ai trouvé une bonne raison de représenter mon pays et j'essaie de le faire au mieux et au maximum en tout cas. Aujourd'hui, le jury, ce sont les clients. Ce midi, le restaurant affiche complet. Les avis sont unanimes. C'est raffiné, il y a du goût, c'est super, quoi. Il y avait de la tomate alliée avec un sorbet et les textures étaient étaient délicieuses. Je la qualifie de recherchée et spéciale, délicieuse en plus. Hein. Je veux dire, il y a du goût. La finale européenne du Bocuse d'Or aura lieu au mois de mai à Budapest. Sur les 15 compétitions qui ont déjà eu lieu, les Français en ont remporté la moitié. En cuisine, Laurent Lemal reste concentré. Il espère à son tour décrocher un nouveau titre pour la France.
Des parents qui voulaient appeler leur enfant Nutella, Fraise ou encore Prince William. C'est vrai, ça porte à sourire, Laetitia. Mais ils ont été, attention, déboutés par la justice. Et oui, on ne fait pas ce qu'on veut. Comme chaque année, 2015 a eu son lot de prénoms rétoqués par les autorités françaises. Vous savez plus de détails. En cause, eh bien, la loi, le code civil, qui indique en effet que n'importe quel prénom peut être donné, a priori, mais attention, dans la mesure où il ne porte pas préjudice ni aux droits des tiers, ni à l'enfant lui-même, bien sûr. Alors ainsi, au début de l'année, la justice a interdit à 2 couples de Valenciennes dans le Nord de prénommer leurs enfants Nutella ou encore Fraise. À Perpignan, même schéma, cette fois-ci avec les prénoms Mini Cooper, et oui, la marque de voiture, ou alors Prince William, ce qu'on ne présente plus sur ce plateau. Alors le préjudice, on l'aura compris, les noms étaient susceptibles d'entraîner des moqueries et donc un préjudice évident. Alors même si bien sûr les JAF, ces juges aux affaires familiales, doivent décider d'une façon plus ou moins subjective combien le prénom est dangereux pour l'enfant. Des JAF qui ont tout de même autorisé dans la jurisprudence des prénoms tels que Mirabelle, Pomme, Tarzan ou encore Mowgli. Alors vous avez d'autres exemples de prénoms donnés à des petits bébés cette année qui prêtent aux moqueries? Alors la liste est interminable. Alors l'exemple le plus célèbre restera certainement la famille Renault qui souhaitait appeler sa fille Meghan. Alors aux États-Unis, ils sont forts aussi, question prénom insolite avec Burke, Nivea, oui, la marque, Holiday, vacances en français, donc Dior ou encore Hilton, la chaîne d'hôtels de luxe. Chez les stars, bien sûr, aussi ce genre de prénoms insolites. Ouais. Exactement. Vous avez Summer Rain, donc pluie d'été en français, chez Christina Aguilera. J'aime bien. Summer Rain, c'est poétique. Alors justement, on découvre aujourd'hui la liste des prénoms préférés des Français pour 2015 qui se trouvent en tête de classement. Alors c'est Louise pour les filles et Léo pour les garçons. Alors pas forcément insolites ces prénoms-là. Côté filles, donc regardez, après 5 ans en tête de podium, Emma s'est finalement fait voler la place par Louise, même si Emma talonne Louise avec aussi le prénom Chloé. Viennent ensuite, regardez, Lola, Inès, Manon, Jade, Alice, Lina ou encore Léa. Des prénoms beaucoup courts de prénoms donc. En L aussi, ouais, c'est vrai, en 2 syllabes. En A. Alors côté garçon, à noter le succès de Gabriel qui est en 2e position, donc après Léo qui est en tête de peloton, on l'a dit, ainsi qu'une montée des prénoms bibliques puisés dans l'Ancien Testament comme Adam, Nathan, Ethan ou encore Noah. Et puis vous avez aussi ces prénoms rétro comme Lucien, Auguste ou encore Marcel. Et oui, il y en a pour aussi, tous les goûts, voilà, effectivement. C'est ça, les prénoms rétro. Alors tous les prénoms vintage, on va dire. Exactement. Alors, tous les prénoms rétro ne sont heureusement pas à la mode. Je pense notamment au prénom Adolphe qui a inspiré le film Le Prénom, signé Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Je vous propose de regarder un extrait tout de suite. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui. Ah, on en a même une assez précise. On peut savoir? Adolphe. Très drôle. Bon allez, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Bah, si. Tu vas l'appeler Adolphe? Il s'appellera Adolphe du nom du plus grand héros romantique de la littérature française du 19e. Et du plus grand tyran de tous les temps. Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais ton Adolphe arrive après l'autre. Tiens, regarde, il lève le bras. Fais déjà le salut nazi. Voilà, absolument brillant. On saura plus tard qu'en fait il s'agissait d'une blague, voilà, pas forcément de bon goût pour tout le monde. Voilà pour ces prénoms. Merci Betsabe. C'est la dernière attraction à la mode à Bangkok. Snowtown, c'est des toboggans de glace et des canons à neige, le comble de l'exotisme dans un pays où il fait toujours chaud. Regardez quelques images. Soleil de plomb et température étouffante dans les rues de Bangkok. Dans un pays où des millions de touristes viennent profiter des plages, les Thaïlandais, eux, vont à la neige. Ou ce qui s'en approche le plus, Snowtown, un parc de loisirs réfrigéré qui est ouvert dans un centre commercial. J'ai fait des boules de neige, j'ai creusé des trous et j'ai fait un château de neige.
C'est peut-être trop froid pour certaines personnes, mais c'est marrant. Personnellement, j'aime avoir froid, donc je suis très contente. Autre nouveauté, Harbin Ice Wonderland. Quelques minutes pour s'acclimater au froid avant d'entrer, manteau de ski indispensable, dans un univers complètement givré, entre sculptures et toboggans de glace. Il fait moins 15 degrés Celsius ici. Nous voulons que les Thaïlandais, qui vivent dans l'un des pays les plus chauds au monde, ressentent ce que c'est moins 15 degrés. Difficile de tenir par ce froid, c'est 50 degrés de moins qu'à l'extérieur. Heureusement, ces montagnes russes de glace sont là pour faire monter l'adrénaline. Je me sens bien, j'ai envie de déménager ici pour échapper à la chaleur. Cette lutte contre la chaleur a toutefois un coût environnemental important. Des quantités gigantesques de carburant sont dépensées pour recréer l'hiver sous les tropiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actualité. Restez sur i24 News. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien. À demain.